On a souvent cette image d'Épinal de la personne surdouée, un avantage total, une sorte de super pouvoir. En anglais, on dit même gifted, comme si c'était un cadeau tombé du ciel. Mais en réalité, c'est bien plus complexe que ça. Pour certains, ce don a un prix, et un prix qui peut être très très lourd à payer. C'est la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Pour beaucoup de personnes concernées, la réponse est loin d'être un grand oui. On va donc explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette étiquette et les défis que personne ne soupçonne. Et cette phrase, tirée de nos sources, elle résume parfaitement la situation. Ce n'est ni une bénédiction absolue, ni une malédiction. C'est une caractéristique profonde, une manière d'être au monde, avec laquelle il faut apprendre à composer. Allez, on plonge dans ce paradoxe. Pour bien commencer, il faut poser les bases. De quoi parle-t-on exactement quand on dit surdoué? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, le terme officiel, c'est haut potentiel intellectuel, ou HPI. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou le fait d'être plus intelligent. C'est un véritable diagnostic, posé par des psychologues, qui met en lumière un fonctionnement du cerveau qui est fondamentalement différent de la norme. Et le chiffre clé, celui qui fait tout basculer, le voici, 130. C'est à partir de ce score obtenu à un test de QI qu'une personne est officiellement considérée comme étant à haut potentiel intellectuel. Pour se rendre compte à quel point c'est rare, il suffit de regarder ce graphique. La grande majorité de la population, environ 68%, se situe dans la moyenne, avec un QI entre 85 et 115. Les HPI, avec leur QI au-dessus de 130, ne représentent que 2,5% de la population. C'est exactement la même proportion que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, de l'autre côté de la courbe. Passons maintenant à ce qui, de l'extérieur, peut vraiment avoir l'air d'un super pouvoir, cet esprit qui tourne constamment à plein régime. Et pour illustrer ça, on va faire la connaissance de Guy. Guy est ingénieur, et on pourrait dire qu'il a un cerveau boulimique. Il a tout le temps entre 16 et 17 projets en parallèle, que ce soit au travail ou à la maison. Ça va du chargeur solaire à des piles à combustible à microbes, en passant par un système pour empêcher sa maison d'être inondée. Bref, son cerveau ne s'arrête littéralement jamais. Mais voilà, cette vitesse de pensée, elle a un coût. En réunion, par exemple, Guy s'ennuie tellement qu'il lui arrive de piquer du nez. Et comme il pense très vite, il a tendance à deviner ce que les gens vont dire et à finir leurs phrases. Évidemment, ça peut être perçu comme de l'arrogance, et ça lui a valu pas mal de conflits dans sa carrière. Mais ce n'est pas tout. La pensée en arborescence, l'intelligence, ce n'est qu'une partie de l'histoire. L'autre facette, souvent cachée et bien plus difficile à gérer, c'est l'hypersensibilité. Une réalité émotionnelle d'une intensité folle. Cette citation, elle est incroyablement parlante. Elle décrit parfaitement l'amplitude des émotions ressenties. Tout est vécu à l'extrême. Il n'y a pas de demi-mesure. Une simple bonne nouvelle peut devenir une extase totale, mais à l'inverse, le moindre échec peut être ressenti comme la fin du monde. L'histoire de Charles est un exemple tragique de ce qu'on appelle le géant au pied d'argile. C'était un étudiant ultra brillant en physique, avec un QI supérieur à 99% de la population. Mais le jour où il devait recevoir son diplôme, une petite remarque d'un assistant qu'il a perçu comme un manque de respect a tout fait basculer. Sur un coup de tête, il a tout plaqué. Il a passé des années à errer, parfois même à la rue. Un seul instant, une seule émotion mal gérée a fait dérailler toute sa trajectoire. Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe là-haut pour expliquer ces traits de caractère si particuliers? Comment la science explique ce fonctionnement cognitif et émotionnel? En fait, tout se joue au niveau du câblage du cerveau. Ce que les neurosciences nous montrent grâce aux IRM, c'est assez fascinant. Le cerveau d'une personne HPI n'est pas juste plus rapide, non, il est littéralement câblé différemment. Les connexions entre les neurones sont plus nombreuses, plus efficaces. L'information circule mieux, un peu comme si on passait d'une connexion Internet classique à la fibre optique. Mais, et c'est là que ça devient crucial, tous les cerveaux HPI ne se ressemblent pas. Il y a deux grands profils. D'un côté, le profil laminaire, où cette hyperconnectivité est bien répartie partout. Ces personnes s'adaptent en général assez bien. De l'autre, le profil complexe, qui est plus courant. Là, l'hyperconnectivité est déséquilibrée, créant des décalages énormes entre la raison et les émotions. C'est ce qui explique en grande partie pourquoi certains HPI luttent autant au quotidien. Et ça mène souvent à un effet domino. Tout part d'une différence biologique de base. Mais quand cette différence est mal comprise par l'entourage, la famille, les profs, les amis, ça crée des difficultés sociales, un sentiment d'être seul au monde, et, au final, ça détruit l'estime de soi. La souffrance n'est pas une fatalité du HPI, c'est souvent la conséquence du choc avec un environnement qui n'est pas adapté. Alors, quelle est la solution? Si le problème vient de l'interaction avec le monde extérieur, alors la solution n'est peut-être pas d'essayer de changer la personne, mais plutôt d'adapter son environnement.
La clé, c'est de créer des espaces où ce fonctionnement si particulier peut enfin s'épanouir. Pour Guy, ça a été un manager qui a compris et qui lui a laissé 20% de son temps pour ses projets perso. Pour certains enfants, ce sont des écoles spécialisées qui les aident à reprendre confiance. Et à la maison, c'est une famille qui accepte et qui valorise cette différence, comme chez Guy, où les délires intellectuels au dîner sont devenus un moment de partage, puisque ses 2 enfants sont aussi HPI. Finalement, toute cette histoire nous amène à une question beaucoup plus large. L'expérience des HPI est un rappel puissant qu'il n'y a pas une seule bonne façon de penser. Alors, en exigeant que tout le monde rentre dans le même moule, on ne crée pas seulement de la souffrance individuelle, on se prive en tant que société d'un potentiel absolument immense.